Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. C'est l'heure du petit déjeuner de l'actu avec ce matin Natacha Polony, Philippe Bilger et Eric Revel. Vous pouvez bien sûr appeler au 0826 300 300 pour participer au débat et au sujet qui vous intéresse et sur lequel vous souhaiteriez que nous débattions ensemble. Oui, alors c'est ça. Alors il y a notamment ce sujet parce qu'une conférence à l'université de Bordeaux à laquelle devait participer la philosophe Sylvia Nagasinski a été annulée parce que les organisateurs craignaient que ça ne se passe pas dans la sérénité après une pression en fait d'un collectif d'étudiants parce qu'elle est contre la GPA et le thème était la reproductibilité, je l'ai bien dit, de l'espèce en fait humaine. On vous a entendu tout à l'heure à 7h20 en fait, Natacha Polony, on a entendu Alain Finkielkraut aussi tout à l'heure disant en fait que c'était scandaleux d'interdire en fait ça, qu'on soit contre bien sûr. Mais ce qui est totalement dingue, encore une fois, c'est que là, ça touche quelqu'un, Sylvia Nagasinski, qui n'est pas polémiste, qui est une philosophe extrêmement prudente, qui refuse absolument toutes les apparitions sur les plateaux de télévision pour ne pas rentrer dans le spectacle et la caricature. Elle est donc dans la pensée, dans la mesure. Eh bien ça n'est pas encore assez. Mais pardon, quand vous avez des petits groupuscules qui, par la violence, interdisent à des gens de parler parce qu'ils disent des choses qui leur déplaisent, ça s'appelle du fascisme. C'est tout. C'est-à-dire, ce sont des petits fachos, ces gens-là. Et le problème, c'est que c'est en train de se répandre dans les universités, sur le modèle des universités américaines. L'université américaine d'Evergreen étant un modèle en la matière, je vous conseille d'aller voir sur Internet un petit peu ce qui se passe à Evergreen, où vous avez des professeurs qui subissent des procès publics où ils doivent faire des mea culpa parce qu'ils sont soupçonnés éventuellement d'avoir été racistes. Et en général, c'est totalement faux puisque ce sont les mecs les plus antiracistes de la Terre. Et ben c'est pas grave. Et vous avez comme ça des étudiants qui en fait exercent leur petit pouvoir. C'est en ça que je dis que c'est du fascisme. C'est-à-dire qu'on a des groupuscules qui jouissent de l'abus de pouvoir et de la possibilité de faire taire les autres. C'est exactement ça qui se passe. C'est extrêmement préoccupant. Et en l'occurrence, sur un sujet comme la PMA, la GPA, eh bien, nous nous apercevons donc qu'il est interdit d'émettre des doutes dans une université française. Il serait temps de se réveiller. Oui, Philippe Bilger. En fait, je n'ai jamais sous-estimé le terrorisme intellectuel en France. Mais même comme Sylvia Nagasinski, elle dit « je n'aurais jamais cru cela possible ». Deuxième élément, c'est tout de même, non seulement j'approuve totalement ce que vient de dire Natacha Polony, mais il est intéressant de voir que sur certaines matières, la pensée dominante veut rester toute seule. Sylvia Nagasinski est tout à fait pertinente et intéressante lorsqu'elle parle de la PMA et de la GPA, mais au fond, cette pensée dissidente, d'une certaine manière, n'est même plus tolérable. Ça devient de la folie. Oui. Et ce syndicat et ces associations, c'est une honte. Oui. Alors qu'on les appelle fachos, bolchos ou n'importe quoi, c'est une honte. Bon, il y a aussi cet autre sujet qui fait un peu réagir ce matin. Bon, la mise au point d'Emmanuel Macron hier soir, le port du voile, du foulard, n'est pas l'affaire de l'État, n'est pas mon affaire, dit-il. Dans l'espace public. Il faut bien le préciser, dans l'espace public. Il faut être extrêmement précis. En disant cela, Emmanuel Macron rappelle tout simplement la règle. Le voile est autorisé dans l'espace public. En revanche, il y a des règles en matière de fonction publique et dans certains lieux spécifiques, en particulier les écoles. Là où ça pose problème, c'est tout de même d'entendre un président de la République expliquer que ce qui se passe dans l'espace public en France ne le concerne pas. Mais si, son rôle n'est pas seulement de faire appliquer la loi, mais aussi de réfléchir à ce qui nous rassemble. Et là, il y a quelque chose qui nécessite d'aller un tout petit peu plus loin que la simple loi, c'est la réflexion sur les valeurs que nous portons, en particulier la question de la rationalité, de la liberté par rapport à toute forme d'oppression, de l'égalité entre les hommes et les femmes. Sauf qu'évidemment, Emmanuel Macron se garde bien d'aller sur ce terrain-là, parce qu'il a peur, tout simplement, parce qu'il faut fâcher personne. Je trouve ça dommage. Oui. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que, je ne vais pas traduire la pensée du président de la République, mais dans sa déclaration, il y a aussi l'idée qu'un président d'une république laïque est au-dessus, est ailleurs dans ce débat et qu'il ne peut pas prendre parti. Moi, c'est comme ça que j'ai interprété cette phrase.
évidemment qu'il ne veut froisser personne, évidemment que l'hystérisation de la société française autour de ces questions-là est très forte. Mais moi, sa réflexion, je l'ai prise comme ça. Je l'ai prise comme moi, je suis président de la République. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça de continuer à avoir une république laïque et donc je ne veux pas, c'est pas que je ne veux pas trancher, c'est que je me situe ailleurs pour ne pas devoir trancher. Il a fait des déclarations par le passé qui étaient extrêmement sévères, je m'en souviens, sévères en tout cas qui pointait du doigt la chose religieuse. Donc il a eu ces déclarations. Il a toujours été extrêmement ambivalent sur ces questions-là. Il a dit le contraire. Il dit tout et son contraire sur ces questions-là. Mais moi, alors on peut ne pas être d'accord évidemment, mais moi voilà comment j'ai pris cette réflexion. Éric, je rejoins sur le premier point Natacha, parce qu'il est clair que sa volonté, c'est de ne jamais trancher pour ne pas s'aliéner une partie importante de la société. Deuxième élément, je trouve que c'est une étrange manière de ne pas traiter le problème que de dire je suis contre le signe politique, mais je ne me mêle pas du voile dans l'espace public, alors que, précisément, on aurait attendu de lui une relation paisible ou non. On sent qu'il est très gêné aux entournures et qu'un jour, il faudra bien qu'il tranche, quitte à s'aliéner un certain nombre de citoyens. Là où je peux être d'accord avec vous, Éric Revel, c'est sur le fait qu'en effet, il est très important que le président de la République rappelle que il préside une république laïque et que donc il n'a pas à s'immiscer dans des affaires religieuses. Voilà, c'est-à-dire que son problème n'est pas de dire si le voile est un signe religieux ou non. Ça, ce n'est pas à lui de le trancher. Il a le droit de faire une relation entre le communautarisme et l'apparente neutralité du voile dans l'espace. Exactement. Et il a le droit aussi d'expliquer que par-delà toutes les problématiques religieuses, nous avons, en tant que République, des valeurs qui nous rassemblent, parce que la République, ce n'est pas un régime neutre, ce n'est pas la cohabitation de gens qui n'ont rien à voir entre eux. Et parmi ces valeurs, il y a le fait que les femmes et les hommes sont égaux, et que donc la femme n'est pas coupable du désir qu'elle suscite chez les hommes. Et ça, on aimerait l'entendre dans sa bouche, et ça n'aurait rien d'anti-laïque. Oui, bon. On est tout de même, le drame, c'est qu'on est obligé d'interpréter la pensée du président parce qu'elle est équivoque. Mais on aimerait, il n'est pas interdit, même en étant adepte du en même temps qu'il y a une plénitude intellectuelle, un jour de dire clairement les chemins par lesquels on peut conduire les Français. Je fais une petite parenthèse que je voyais sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas réagi sur la PMA parce que je suis totalement d'accord avec ce que Natacha et Philippe viennent de dire. C'est pas que c'est pas un sujet qui m'intéresse, c'est que je suis. Mais alors, j'ai rien à rajouter. C'est simplement scandaleux et honteux. Merci à tous les trois. On va poursuivre. Éric Revel et puis Philippe Bilger resteront tout à l'heure aussi pour notre débat sur le bilan à mi-mandat d'Emmanuel Macron, puisqu'il y a un sondage IFOP avec plus de 60% qui disent aujourd'hui que ils sont 68%, donc qu'ils sont mécontents. Donc 65% de Français mécontents de l'action d'Emmanuel Macron et 72% d'insatisfaits s'agissant du pouvoir d'achat. Et évidemment, le numéro de Marianne, puisqu'on évoquait les réseaux sociaux, la machine à lyncher, c'est le gros dossier de Marianne cette semaine. Oui, et nous sommes surtout allés interroger les parias, c'est-à-dire ceux qui se sont fait lyncher et qui parlent, par exemple, Éric Brion, qui a été le premier à être accusé d'être un porc, les journalistes de la Ligue du LOL, enfin tous ces gens, et puis on voit que ça peut arriver à des gens lambda, n'importe qui, ces patrons d'un supermarché qui ont été accusés d'être allés faire une chasse il y a plusieurs années, un safari, enfin bon, donc c'est vraiment une machine qui nous détruit tous. Merci beaucoup Natacha Polony, directrice de Marianne. On revient dans un instant avec Philippe Bilger et Éric Revel. Et bien sûr, et vos appels au 0826 300 300. Il est 8h58. Il est 9h04, merci d'être avec nous. Dans quelques instants, nous serons avec nos invités. On reviendra sur cette question à mi-mandat du mandat d'Emmanuel Macron. Quel bilan tirez-vous ? Vous nous appellerez bien sûr au 0826 300 300. Et ce matin, c'est notre petit déjeuner de l'actu avec Éric Revel et Philippe Bilger. Tiens, pendant que dans un instant, on va parler du mi-mandat du bilan de mi-mandat d'Emmanuel Macron. Quel bilan vous tirez de ce mi-mandat, justement? Intelligent, mais peut mieux faire. Beaucoup de promesses et peu d'actions.
Voilà, bah, comme ça, c'est dit. Et on a... S'il avait fait 2 phrases, j'en aurais fait 2. Mais voilà, c'est ça. Et on a un appel au standard pour l'instant ce matin. Bonjour. Yves, vous êtes avec nous ? Ah oui, bonjour. Bonjour Yves, merci de nous appeler au 0826 300 300. Et vous vouliez parler du chômage, je crois. Non. Du logement, pardon, excusez-moi. Avec l'émission de hier matin. Oui. Sur le logement. Moi, je dis qu'il faudrait, comme dit le ministre, M. de Normandie, il faut arrêter de construire et de sacrifier des terres agricoles, des terres nourricières. En ce moment, on a un projet de gravière en bordure de Garonne de 120 hectares. C'est une honte, alors qu'on fait venir des poireaux d'Espagne. Oui. Il faut arrêter de sacrifier les terres agricoles. Voilà, mon grand sujet, c'est ça, quoi. Oui, non, parce que tout ça, c'est une histoire de fric, d'argent. On veut satisfaire des entreprises comme Lafarge et Holcim. C'est justement là, la grosse situation sur la commune de Montgauzy et où ils veulent sacrifier 120 hectares. C'est une honte pour la France. Donc, qu'est-ce que vous dites, Yves, alors, face à ça ? Qu'est-ce qu'il faudrait essayer de faire ? Parce que il n'est jamais trop tard, quand même, quoi. Bien sûr. Mais il faudrait d'abord ne plus attirer toute la misère de la planète. Oui. Sous prétexte de bon cœur. Bon, nous avons une présidente de communauté de communes et qui dit qu'il faut attirer du monde. Moi, je lui dis, mais arrêtez d'attirer du monde. Il vaut mieux faire la paix chez eux et ne pas les déraciner. Oui. Voilà. Oui. Non mais ce qui est paradoxal, hein, Yves, c'est assez intéressant, parce que ce qui est assez paradoxal, c'est que il y a, alors vous êtes en Gironde, hein, oui, Patrick. Oui. Il y a des endroits, des secteurs où on manque de personnel, alors qu'on faisait le point tout à l'heure avec Éric Revel sur l'emploi qui va mieux, mais il y a beaucoup de secteurs où malheureusement on manque de personnel, et donc on va chercher, on attire, comme vous le dites, des gens venant de toute l'Union européenne et même de bien au-delà, pour remplir en fait ces missions, alors que parallèlement on a toujours un taux de chômage qui est très élevé en France, quoi. Donc c'est vrai que là on marche complètement sur la tête, quoi. Mais moi, je vous invite à venir visiter ce secteur ici de l'Entre-deux-Mers. Oui. Nous avons une propriété 200 hectares abandonnée, qui est la propriété d'un promoteur qui veut faire 750 maisons dans la campagne. C'est une honte. Ah oui. Je vous demande de venir sur le terrain On va y y rendre compte. Ouais, non mais on ira. Non mais ça, non mais vous avez raison de nous alerter. Non mais vous avez raison de nous alerter sur des situations telles que celle-ci. Hein. Merci Yves d'avoir été avec nous ce matin au 0826 300 300. Parlons vrai sur Sud Radio. Vous pouvez nous appeler et aborder tous les sujets de l'actualité ou d'autres d'ailleurs. Et dans la mesure du possible, nous vous donnerons évidemment la parole, quoi. Pour revenir, Éric Revel, on parlait en fait de puisqu'on évoque le bilan à mi-mandat d'Emmanuel Macron aussi, sur l'un des défis quand même majeurs, c'est l'emploi, quoi. Et là, la situation s'améliore un peu. Oui. Alors, par rapport à la conjoncture en fait internationale, on se situe comment ? Bon, alors. Bon, il faut quand même savoir une chose, c'est qu'une économie comme l'économie française, elle est extrêmement tributaire de ce qui se passe ailleurs. Donc, en fait, l'emploi a commencé à s'améliorer à la mi-mandat de François Hollande, en 2014. Il dit qu'il lui a manqué un an, d'ailleurs. Tous les 6 ans. Oui, alors peut-être que s'il avait eu 6 ans, il aurait bénéficié de la remontée de l'emploi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a évidemment des mesures de politique économique qui sont prises par les gouvernements et qui ont des impacts positifs ou pas sur l'emploi et sur la croissance, mais il y a aussi un environnement mondial qui fait que de toute façon, quand vous faites du commerce ou quand vous échangez avec des pays qui se portent bien, vous en bénéficiez. La France n'est pas une locomotive de croissance. Ça veut dire qu'on est extrêmement tributaire de ce qui se passe à l'extérieur de nos échanges des États-Unis, de l'Asie et autres. Bon. Donc l'amélioration de l'emploi, il y a des mesures qui ont été prises, mais on bénéficie aussi. Et ça ne va pas durer extrêmement longtemps parce que malheureusement certains annoncent des crises, comme vous le savez, la fin de cycle économique, d'autres pointent du doigt les échanges commerciaux et les blocages entre la Chine et les États-Unis, 2 monstres économiques sans lesquels évidemment la conjoncture mondiale ne peut pas tourner rond. D'autres pointent les incertitudes du Brexit. Parfois de blocages en fait comme ça pour tirer notre épingle du jeu. Pas vraiment.
il y a une chose qu'il faut voir, c'est que la France attire toujours des investissements étrangers. Ça, c'est quand même bien. Ça veut dire que l'image du pays est encore forte. Mais surtout, on bénéficie indirectement d'une chose, c'est que l'économie allemande est en extrême difficulté. Il y a une grosse opposition historique entre l'économie française et l'économie allemande. L'économie française, son moteur principal, c'est la demande intérieure, c'est la consommation des ménages. C'est la consommation des ménages qui fait tourner l'économie française. En Allemagne, pas du tout. En Allemagne, ce sont les exportations. Or, l'Allemagne est devant de grosses difficultés, notamment par le fait que le commerce mondial est bloqué par ces guerres commerciales entre la Chine et les États-Unis, par les incertitudes sur le Brexit. Et donc le modèle allemand aujourd'hui, malgré les réformes qui ont été portées par Schröder et par Merkel, tourne moins bien que le moteur français. Et je rappelais ce truc qui est quand même pas arrivé depuis, je crois, 15 ans, c'est que pour la première fois, le moteur, modeste, mais le moteur quand même par rapport à d'autres pays dont l'économie est dégradée en Europe, le moteur de la zone euro, c'est la France en ce moment. Donc c'est quand même à souligner. Il y a des choses positives, quoi. Oui, je pense qu'il faut quand même le montrer. Même si la question du pouvoir d'achat est toujours sur la table, même si la question de l'emploi est fragile, comme je le disais tout à l'heure. Mais voilà, arrêtons aussi de nous auto-flageller en permanence. Il y a quelques petits signes positifs. Est-ce que ça ne veut pas dire, Eric, que peut-être on a eu tort durant des années de prendre l'Allemagne pour modèle? Est-ce que peut-être que si on ne l'avait pas fait sur le plan économique, on aurait aujourd'hui encore de meilleurs résultats? Ou est-ce que c'est faux, ça, Eric? Non, encore une fois, Philippe, c'est vraiment deux modèles qui tournent différemment, sur la consommation des ménages pour l'un et sur les exportations pour l'autre. On a été fascinés on a été fascinés, et je pense qu'on continue à l'être, fascinés par l'Allemagne, parce que je pense que le modèle social, jusqu'à présent, on verra, les réformes économiques dont je parlais tout à l'heure, le fameux Agenda 2000, porté par l'ancien chancelier Schröder et poursuivi par Angela Merkel, c'est ça peut-être qui nous fascine indirectement. C'est que quand il y a une alternance politique en Allemagne, si on considère qu'on a mis en place des réformes qui sont bonnes, alors qu'on soit CDU, qu'on soit de droite ou qu'on soit de gauche en Allemagne, on poursuit les réformes. Elles étaient si bien, ces réformes. Alors, elles ont été extrêmement critiquées. Beaucoup ont dit, notamment ce qu'on a appelé les réformes Hartz, qui sont des réformes du nom de l'ancien DRH de Volkswagen, qui sont des réformes très dures pour le monde de l'emploi, avec parfois des salaires qui sont des salaires extrêmement faibles. Mais là aussi, si on reconnaît à la valeur, au travail, une valeur sociale, au-delà de l'analyse marxiste qui consiste à dire un salaire bas, c'est un travailleur exploité, c'est aussi quand on a un travail par rapport à quelqu'un qui n'en a pas, la possibilité de s'intégrer socialement. Alors je sais qu'elles ont été critiquées, les réformes en Allemagne, mais elles ont porté leurs fruits jusqu'à présent. Il y a aussi l'essoufflement du pouvoir d'Angela Merkel, il y a tout ça qu'il faut mettre sur la table. Mais je pense qu'on est fasciné par l'Allemagne parce que voilà un pays qui souvent avance, progresse, y compris syndicalement, dans le consensus. Voilà. Et ça, pour nous Français, qui sommes toujours en opposition plutôt qu'en construction, il y a un côté fascinant des Allemands. Une forme de cogestion partout. Bien sûr, la cogestion à la IG Metall en Allemagne, dans les syndicats. Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, nous a rejoint. On a beaucoup parlé depuis ce matin, bonjour Frédéric, de ce bilan, de cette enquête, de ce sondage à mi-mandat pour Emmanuel Macron. Donc on le rappelle, 65% de mécontents, c'est ça. Globale. Oui, globale. C'est en hausse de 7-8 points, c'est ça, par rapport au sondage qui datait de quand le précédent. Il datait des 1 an de l'élection. En avril 2018, c'était déjà un sondage IFOP fiducial. Voilà, c'est ça. 72% mécontents quand on va sur le pouvoir d'achat. Là, c'est beaucoup plus fort. Et ce qui est... donc ça, on l'a déjà beaucoup commenté, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a un autre enseignement aussi de ce sondage, c'est que à côté de ça, les gens ne voient personne face à lui, pour le remplacer, entre guillemets. Vous avez tout à fait raison, Patrick. Ce sondage ne doit pas être vu avec les lunettes de l'ancien monde, pour une expression éculée. C'est vrai que quand on le regarde cliniquement, ce n'est pas un bon sondage pour Emmanuel Macron. Il y a du mécontentement. Il y a même le sentiment que les promesses ne sont pas tenues, alors même qu'objectivement, il a plutôt appliqué son programme. Il y a un point de fixation sur le pouvoir d'achat. Quand on regarde les mesures qui ont le moins plu, elles sont toutes liées au pouvoir d'achat. Le remplacement de l'ISF par l'IFI, la baisse de l'aide personnalisée au logement, qui est peut-être le péché originel du quinquennat. Mais pour autant, on a un Emmanuel Macron impopulaire, mais incontournable. Puisque
Il n'y a pas de réceptacle aujourd'hui, ici et maintenant, comme disait qui vous savez, à l'hémistiche du quinquennat, il n'y a pas de réceptacle au mécontentement. Toutes les personnalités testées, de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, de Valérie Pécresse à Yannick Jadot, de François Hollande à Bernard Cazeneuve, on a le sentiment, à une majorité très nette, entre 50 et 70%, qu'elle ferait moins bien qu'Emmanuel Macron. Alors, c'est une... c'est pas une victoire à la Pyrrhus, mais c'est un sondage en trompe-l'œil de ce point de vue-là. Quel est celui qui, parmi les gens que vous avez testés, qui est le plus... C'est Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen qui arrive au second tour, comme d'habitude. Oui, tout à fait. Alors, on n'a pas fait d'attention de vote présidentielle, mais vous avez raison, Éric, de poser la question. 27% des Français considèrent qu'elle agirait mieux qu'Emmanuel Macron. Ce 27%, c'est très clairement, il faut se parler franchement, un socle électoral très solide pour Marine Le Pen. Qu'elle a toujours, mais en revanche, elle ne va pas. Et on a vu d'autres enquêtes récemment qui montrent qu'elle ne peut pas accéder au pouvoir parce que les gens ne lui feraient pas confiance et que... Je serais extrêmement prudent là-dessus. Quand on prend un sondage IFOP fiducial pour le JDD Sud Radio il y a un an, le rapport de force de second tour, soyons bien sûr très prudents sur un second tour à 2 ans et demi du vote, c'était même à 3 ans du vote, donnait un 56-44. 10 points de moins pour Emmanuel Macron par rapport au score de la présidentielle de 2017. Donc voilà, du fait de cette explosion du bloc gauche-droite, de la bipolarisation, du fait de ce champ politique qui est absolument laminé, Emmanuel Macron est central, omnipotent, incontournable, mais impopulaire. Est-ce que vous avez testé, pardonnez-moi, je vous dirai après pourquoi, Gérard Larcher, le président du Sénat, et François Baroin? Ils n'ont pas été testés. Alors, moi, Gérard Larcher, j'ai assisté à un discours récemment de clôture de l'Association des départements de France, et j'ai été frappé par une chose. Dans son discours, c'est la façon dont, en fait, en subliminal, il oppose son image à celle d'Emmanuel Macron. Il dit, moi, je suis gros et vieux. Il l'a dit, il l'a dit devant. D'ailleurs, il a dit. Et en fait, c'est très bien d'être gros et vieux. Très bien, mais ça veut dire que, en fait, celui qui est en face pour l'instant et que vous avez sur la scène, il est jeune et svelte. Et je me suis dit, tiens, peut-être que Gérard Larcher, il commence à avoir des idées. Et François Baroin, parce qu'on sait que le président de l'Association des maires de France est en train, à l'intérieur des Républicains, de se préparer, vous le savez. D'autant plus que Gérard Larcher, Éric, avait dit même plus clairement à sa manière qu'il était prêt à répondre aux sollicitations. Mais vous voyez, même dans ce qu'il incarne lui politiquement, c'est les territoires, c'est le président des champs du Sénat face au président des villes d'Emmanuel Macron. La victoire de François aurait un vrai nouveau monde. Allez, on va continuer. La victoire de François Hollande, c'était une inscription en rupture avec l'image de Nicolas Sarkozy. Absolument. On va en parler dans un instant. Êtes-vous satisfait de son bilan, mi-mandat d'Emmanuel Macron? Nous en parlons jusqu'à 10h moins le quart avec d'autres invités qui vont nous rejoindre dans un instant.